Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Contournement. Chaque semaine, j'invite des personnes passionnantes à venir parler no-code, cet écosystème en plein essor dont vous allez tout savoir en écoutant le podcast. Pour ce 89e épisode, qui vient clore la 8e saison du podcast, et oui, déjà 8 saisons, j'ai reçu Nicolas Daprini. Vous le connaissez peut-être pas encore, mais c'est quelqu'un de passionnant. C'est un des plus anciens bubblers, peut-être le plus ancien, en France. Il connaît très bien cet outil, mais au-delà de cet outil, il a vraiment une vision très intéressante du no-code, des applications que l'on peut en faire. Et il va vous partager tout ça dans cette conversation que j'ai trouvée passionnante. Allez, j'envoie l'épisode directement. Salut Nicolas, merci d'avoir accepté de passer cette petite heure avec moi aujourd'hui. Alors on va clore ensemble la 8e saison du podcast. Voilà, c'est l'épisode 89, donc je suis vraiment très content qu'on fasse ça ensemble. Ça faisait un moment que je voulais t'inviter. Donc on se connaît depuis presque 3 ans maintenant, parce que tu fais partie des toutes premières personnes que j'ai contactées quand on a commencé Contournement. À l'époque, on avait ce projet de bootcamp no-code de 9 semaines avec évidemment du bubble dedans. Donc voilà, je suis tombé très vite sur toi et aussi sur Lucien que j'ai déjà reçu. Alors le projet, ça s'est pas vraiment fait comme on pensait finalement, mais on a quand même collaboré. T'es venu de Nantes à Paris un petit peu pour notre mini bootcamp, et puis depuis on a eu l'occasion d'échanger pas mal de fois. C'était toujours hyper intéressant, et donc voilà, je suis content qu'aujourd'hui les auditeurs aient l'occasion un petit peu de te découvrir. Je vais te laisser te présenter, mais pour t'introduire très simplement, je dirais juste que à notre connaissance, tu es le plus ancien bubbler français. J'aime bien. Je sais pas si toi ça te fait chier quand on te présente comme ça, mais moi je trouve ça assez En assez toutes les promos, drôle. on a besoin d'un dinosaure. Mais voilà, il y a un consensus autour de ça. Les gens te connaissent, en tout cas un petit peu dans la sphère bubble. Et voilà, mais là, bon, c'est bien de sortir aussi un petit peu de cette sphère, parce que je trouve que vraiment tu te définis pas du tout en plus que par l'outil bubble. Donc voilà. Bref, j'arrête un petit peu mon intro. Est-ce que tu peux te présenter, toi, dans tes mots, s'il te plaît? Ouais, ça fait. Merci Alexis. Quel honneur de clore la saison. En fait, je vais commencer par peut-être la petite anecdote. Du coup, moi, j'ai fait des études plutôt ingénieur. Et à un moment donné, comme nombre d'entrepreneurs, en fait, j'ai cru que j'avais l'idée de l'année. C'était de créer une plateforme d'intermédiation. C'était à l'époque où l'économie collaborative était vraiment encore en plein essor. Et j'étais donc c'était quoi, il y a 8-9 ans maintenant, je crois. J'arrive plus, je pourrais plus dire l'année. Moi, je Mais peux j'étais te dire vraiment dans. que ce matin, quand j'ai digué un petit peu sur toi, Ouais. et j'ai trouvé un TEDx que tu as fait, où tu parlais de ça en 2014. Oh, eh ben ça doit être ça alors, ouais. C'était en Et 2014. c'est Donc très c'était. intéressant d'ailleurs comme projet. C'est toujours un peu les vieux dossiers qu'on peut ressortir après coup. Ouais. Et voilà, j'étais dans la position en fait de ce type en fait qui a l'idée, qui veut absolument la développer, qui va se faire un startup week-end, qui remporte le startup week-end et qui se dit ok, je tiens quelque chose. Et à l'époque, j'étais dans le traitement de l'eau en fait. Parce que je travaillais sur une usine à optimiser des procédés. Donc en gros, j'étais quand même grosse appétence en fait sur tout ce qui était Excel. Enfin, tu vois un peu le Mm. gars qui fait tourner un peu du VBA et qui se fait une interface en fait, pas du drag and drop, mais vraiment bien cliquable en fait sur Excel. Mhm. Donc et un gars en fait qui me dit, écoute, j'ai vu sur Product Hunt un produit qui passait Bubble, un truc no code. No code n'était pas du tout connu en fait comme terme à l'époque. Mm. Et voilà. Et là, je suis vraiment. Enfin, c'est drôle, c'était vraiment la situation archétypique du early adopters. Enfin, en gros, le gars qui découvre un produit et qui se dit il est vraiment fait pour lui. J'en ai pas dormi de la nuit en fait. J'ai découvert ça le soir. J'étais là, mais mon Dieu, mais ça va me libérer. Je vais enfin pouvoir en fait développer ce que je veux faire. Et voilà. Du coup, j'ai arrêté de chercher en fait mon CTO que je ne trouvais pas. Puis je me suis mis à programmer en fait moi tout seul en 2014. Mais à l'époque, Bubble, c'était genre, il y avait, vous savez, en fait, sur Bubble, on peut tout faire, en fait, du design, on fait des process, on peut mettre, en fait, en forme avec des styles, il y a une bibliothèque de plugins, et ainsi de suite. À l'époque, en fait, on pouvait juste faire du drag and drop, en fait, enfin, placer des choses sur une page, faire quelques process, mais il y avait ni style, il n'y avait pas d'API, en fait, pour se connecter avec d'autres applications, il y avait presque pas de plugins, enfin, voilà, c'était vraiment ultra rudimentaire, c'était un MVP vraiment, Mm. ouais, vraiment rudimentaire. Et voilà. Et du coup, c'était à une époque aussi où Emmanuel et Josh, en fait, les cofondateurs, en fait, étaient encore très disponibles. C'était bien avant qu'ils Ils étaient lèvent encore de que l'argent. tous les deux
à ce Ils moment-là? étaient encore que tous les deux, je pense, à programmer, mais c'était une époque où c'était impressionnant. D'ailleurs, le produit se transformait de mois en mois, il délivrait énormément. Euh, du coup, il y avait énormément d'allers-retours aussi pour les aider un peu à débugger, parce que Mmh. je testais des choses, je commençais à bien connaître le produit, et c'est vrai qu'il y avait souvent des échanges, notamment avec Emmanuel. Euh, voilà. Et ce qui est intéressant en fait dans cette relation, c'est que euh, finalement, on est dans le cas de quelqu'un qui n'a jamais, en fait, moi je sais pas taper une ligne de JavaScript, une ligne de Python ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, en fait, quelques années après, là, je suis en gros responsable technique en fait d'une startup que j'ai cofondée, et on a un stack en fait technique qui fonctionne tout à fait. Enfin voilà. Mmh. Et donc j'ai vraiment pour le coup grandi avec Bubble. Je me suis un peu initié à tout ce qui est développement web avec cet outil. Ce qui à l'époque était enfin, je veux dire, quand je disais que je faisais un peu de Bubble ou quoi que ce soit, fallait vraiment se justifier, en fait. C'était vraiment perçu comme complètement immature comme techno, ce qui n'était pas complètement faux. Mmh. Extrêmement risqué, parce qu'on est dépendant, en fait, de quelque chose qui n'est pas du tout une librairie ouverte ou quoi que ce soit, donc ça fonctionne un peu comme une boîte noire, hein. Mmh. Mais voilà. Mais qui a eu d'autres avantages. Et puis aujourd'hui, on en est là. J'ai eu la chance, effectivement, d'avoir misé sur le bon cheval, hein. Ah bah, Je écoute, continue. ouais, Ouais. tu vois? Enfin bon, voilà. Du coup, après, j'ai eu cette expérience de startup où je me suis mis à programmer. Je suis tombé clairement dans les travers en fait de l'ingénieur qui commence à faire un super produit en fait et qui se croit agile mais qui n'est pas vraiment en vraie relation en fait avec ses futurs clients. Du coup, j'ai basculé dans l'usine à gaz. On apprend, hein. Ouais. Mais cette usine à gaz m'a permis en fait d'aller toucher toutes les limites de l'outil. Donc, du coup, effectivement, je suis devenu une sorte d'expert parce qu'il n'y avait pas forcément les fonctionnalités dont j'avais besoin. Donc Tu voilà, je tu creusais. tu devais tout le temps un peu essayer de contourner les limites de Ouais, Bubble, complètement. peut-être les T'avais pas de processus récursif, t'avais pas de, enfin, genre les connexions API étaient limitées. Enfin, il y avait un tas de choses en fait. Il y avait plein d'actions en fait qu'il n'y avait pas. ouais. Et voilà. Et donc après, quand finalement j'ai décidé d'arrêter ce projet-là, c'était à peu près il y a 6 ans. Oui, je me suis mis en freelance. Et bon, voilà, le cas classique du start-upper en fait, qui se transforme en agence parce qu'il a développé des compétences, mais qui fait plus de produits. Et Non, c'était mais tu bien vois, aussi. Mm. c'est hyper intéressant parce que c'est pas complètement classique, tu vois? C'est-à-dire que je trouve qu'il y a c'est vrai qu'il y a pas mal de bubbleurs. Lucien, par exemple, aussi peut être dans la même Mm. situation, c'est-à-dire il s'est mis à coder parce qu'il était frustré de pas pouvoir faire lui-même son produit. Mais lui, il a connu une situation un peu différente. Enfin, je vais pas trop parler à sa place, mais où Mm. lui, il avait des développeurs, tu vois? Alors que toi, c'est marrant parce que, du coup, toi, tu t'es mis à faire toi-même avant de trouver ton CTO, avant d'avoir ce truc où tu étais dépendant de développeurs, quoi. Si je dis pas de Ah ouais, bêtises, enfin, de complètement. ce que j'ai Ah compris. ouais. Tu vois, Ouais. donc toi, tu as remplacé tout de suite. Et du coup, tu as connu d'autres travers, je pense. Enfin, ce que tu décris, Mm. je trouve très intéressant. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup de parler de ça, tu vois, si tu peux creuser un tout petit peu. C'est ce côté, je suis tout seul dans ma bulle, je suis à la fois le porteur du projet, je suis à la fois aussi le développeur, je m'intéresse et j'aime bien l'outil que j'utilise pour coder, et donc j'en viens à trop en faire, et je me déconnecte en fait de mes utilisateurs. Je Mm. sais que maintenant tu es hyper proche de l'approche Lean Startup, tu es très focus sur les utilisateurs, etc. Euh, mais c'est Ouais. intéressant, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est ça qui est contradictoire, c'est que d'un côté, en fait, t'as un outil qui te permet de t'abstraire en fait d'un tas de contraintes techniques. Je sais pas, sur la sécurité, maintenir un serveur, s'assurer que ton truc il est compatible sur plusieurs navigateurs. Enfin, tu vois, quand il y avait un problème, j'écrivais un mail, je disais, ça marche pas à tel endroit, et puis ça c'est super quoi. Donc ça veut dire qu'on est vraiment focus sur euh, comment dire, le parcours client en fait, Hmm. sur le vocabulaire que tu utilises. En plus, la beauté de ces outils-là, c'est que tu peux faire des applications custom, donc du coup, tu mets juste ce dont tu as besoin en fait. Donc voilà. Et à côté de ça, effectivement, quand tu es entrepreneur et que tu fais ton outil, et ben, c'est pas comme si tu es en relation avec une agence où à chaque fois en fait que tu as une idée, on va te mettre un budget en face. Hmm. Là, la seule limite, c'est le temps que tu peux y mettre. Hmm. Et effectivement, quand tu es dans une période de ta vie où en fait tu as beaucoup de temps à donner et que tu peux vite y passer en fait quelques soirées et quelques week-ends, je pense que c'est un peu le risque, c'est de venir un peu, bah, on en voit, hein, je pense aussi sur les forums en fait des gens, on sent en fait Bien sûr. qui font que ça, c'est assez enivrant en fait, on se Hmm. sent hyper, je dirais pas puissant, mais on se sent vraiment capable en fait, et ça c'est génial. Enfin, je veux dire, de se dire ah ouais non mais si je fais telle autre fonctionnalité, mais mon produit il va avoir tellement plus de valeur ajoutée,
et en fait c'est parti quoi. Et forcément ça prend 3 fois plus de temps, et puis toute idée mène à une autre, enfin voilà. Et c'est du coup effectivement réussir à aborder quand on est libre en fait de coder soi-même, enfin de programmer soi-même plutôt plus que coder. Faut réussir effectivement à être assez strict en fait sur la méthode qu'on s'applique quoi. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, il y a pas mal de formations là qui se lancent, et il y a une espèce de je veux dire pas de convergence, mais de proximité qui se fait avec, tu sais, tout le métier du product manager. Donc tous les gens qui sont vraiment eux spécialisés dans la recherche utilisateur, la méthode un peu produit, c'est-à-dire savoir quelle fonctionnalité faire, etc. Et donc maintenant il y a un truc où Milan par exemple appelle product builder, où tu es à la fois bon techniquement et à la fois tu as toutes ces notions de product manager, et donc tu vas savoir prioriser, etc. Mais je pense que néanmoins, même quand tu as ça, si c'est ton propre projet, c'est quand même dur d'avoir le recul et tout. Bon, t'as la méthodologie, donc c'est mieux. Mais tu vois, je pense que tu sais, t'as un peu, c'est difficile d'être au four et au moulin, et ouais, c'est sûr. toujours un peu un biais. T'as envie de dire, ah bah tiens, ça j'ai envie de le faire, je peux le faire. Non, puis c'est typiquement le genre de cas où il faut vraiment être à deux, quoi. Faut vraiment avoir un cofondateur qui a une appétence, tu vois, sur la vente. Si jamais toi, ce que tu kiffes, c'est la technique et le produit. Enfin, moi, c'était clairement mon travers. Après, il y a, pour le coup, Bubble, par exemple, c'est l'une des rares startups, je trouve, qui a clairement, Emmanuel et Josh, on peut pas dire en fait en termes de marketing en fait que ce soit des bons quoi. Mais ils ont été product focus, c'est-à-dire qu'en gros ils étaient sur le forum, ils faisaient pas de com ou quoi que ce soit, et ils se sont dit le jour effectivement je réponds en fait aux attentes de mes utilisateurs, ça va aller tout seul. Et effectivement ils ont peut-être pas eu une croissance en fait de fou furieux, par contre en fait ils ont établi un produit avec une fidélité en fait, une communauté où on peut apprécier ou pas en fait certaines de leurs approches. En fait ils ont un produit aujourd'hui de toute façon qui ne tient, enfin aucun produit sur le marché en fait tient comparaison quoi. Ouais, non, c'est clair, ouais. Peut-être on reviendra un peu sur ce point, parce que je serais curieux d'avoir un peu ton avis sur le futur, peut-être un peu de Bubble. Mais sur ce point-là que tu dis, c'est intéressant parce que Emmanuel, il en parlait dans une interview il y a pas très longtemps, là, un événement qu'il avait lu chez Allegria. Et il disait qu'au début, c'était plus facile quand ils étaient tout petits. Ils pouvaient. Ah oui. Et c'est marrant parce que toi, tu témoignes, tu vois, de ce fait-là. De l'autre côté, lui disait, bah, c'est cool parce qu'on n'a pas beaucoup d'utilisateurs, on peut vite tout casser, changer, itérer très vite, prendre les retours, etc. Et toi, tu l'as vécu cette période-là que lui décrivait. Ouais, alors que là, aujourd'hui, je pense que les gens sont dans une frustration où ils reçoivent la newsletter en fait mensuelle et ils se disent, mais mince, ils m'ont shippé en fait 3-4 fonctionnalités qui sont annexes. Alors qu'en gros, je pense que ça fait genre 2 ans qu'ils sont basculés sur une problématique qui est vraiment liée à l'infrastructure. Et chaque fois qu'ils font des projets, c'est vraiment des gros projets, parce que je pense que vraiment le produit en fait est complexe. Ah ouais, c'est clair. Et juste, je vais revenir juste à une chose. Moi, c'est vrai que quand on s'était rencontrés, du coup, c'était à un moment donné où on commençait un peu à parler en fait du no-code. Ça donnait pas juste un truc en fait d'amateur. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'aimais bien dans l'approche en fait que vous aviez, c'était de se dire, ok, on reçoit des gens. En fait, la plupart des gens, c'est pas forcément un super outil qu'il leur faut. C'est juste que sur le marché, en fait, il y a plein d'outils qui font des choses assez basiques. Il faut pouvoir en fait les aiguiller en fait vers le bon. Voilà. C'est vrai que par contre, Bubble a aussi il a une telle méabilité. Non, le terme n'est pas correct. Malléabilité, ouais. Merci. Ouais. Que en fait, c'est vrai que tu as un souci. En fait, tu peux développer en gros cet outil-là, quoi. Enfin, à part faire une UX, comment dire, des interfaces en fait très très agréables. Je sais pas, comme commander une voiture en fait sur Uber ou quoi que ce soit, mais la plupart du temps en fait on a besoin de logiciels simples et on peut le faire. Et du coup le risque aussi, c'est ça, c'est de tout à un moment donné tout basculer en fait sur un outil qu'on maîtrise et de se couper sur d'outils qui sont en général sur une verticale mais qui le font très bien. Ouais. Mais ça, c'est un peu un des trucs qu'on avait justement appris avec toi aussi et avec Lucien, tu vois, quand on a fait ce bootcamp. Donc en fait, c'était un petit bootcamp qui s'appelait Side Project, pour expliquer pour les gens qui ne connaissaient pas encore à l'époque, où on accompagnait 4 personnes qui avaient des projets sur 6 semaines, un soir par semaine, et puis le samedi, à monter leur projet. Et évidemment, pour ça, on avait imaginé que Bubble serait l'outil principal, puisque c'est celui par défaut, tu dis, tu peux tout faire, quoi. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, notamment toi, dans la phase un peu amont, avant qu'ils commencent à implémenter, aussi tu les as un peu conseillés, etc., c'est qu'il y avait des personnes dans ce bootcamp qui n'avaient pas forcément besoin de Bubble, j'irais même un peu plus loin, qui en plus n'avaient pas forcément le temps de se former assez à Bubble, malgré l'encadrement, etc., et toute la méthodologie et tout ce qu'on a pu faire.
et où ça devenait un peu contre-productif. Et certes, elle pouvait faire ce qu'elle voulait dans Bubble, mais en fait, c'était plus intéressant pour elle et pour nous, de trouver un autre moyen, peut-être une appli Glide, peut-être, si tu te souviens, ce qu'on avait fait, où tu avais beaucoup aidé Nathalie sur un système un peu avec du Integromat, avec pour envoyer des mails de recommandations, des choses comme ça, avec un formulaire Typeform qui se déverse dans Airtable, qui se déversait dans Bubble d'ailleurs. Il y avait quand même un petit back-end dans Bubble et cette approche un peu modulaire, nous comme on aime bien appeler ça, c'est vrai que c'est important et c'est un peu le. C'est vrai que je pense que c'est dur, pour en venir toujours un peu, moi je trouve ça intéressant ce côté entrepreneur, bubbler, qui est pas toujours évident quand tu as un outil entre tes mains qui peut tout faire, ça te laisse la tentation de tout faire quoi dans ton projet, alors que t'as pas toujours besoin quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que du coup, maintenant, il y en a qui peuvent assez vite se dire, ok, j'ai besoin de tel produit et qui vont rester focus sur le développement du produit comme si ça va aller servir leur business, alors que parfois, en fait, pour amorcer une communauté, il n'y a pas besoin d'avoir une application, hein, on peut juste commencer par des emails, ça faut juste parfois se l'avouer. Ouais, c'est clair. Mais par contre, tu vois, d'un autre côté, moi, je suis quand même dans une frustration. On a en boîte en 2022. On a d'autres outils qui sont vraiment dits no-code, comme Airtable, je sais pas, Notion, ClickUp, qui a quand même une certaine flexibilité, ce genre de choses. En fait, je reste quand même toujours profondément frustré à chaque fois que je vais sur un autre outil. Je me dis, ok, il a beau faire en fait telle chose bien, là quand même la richesse à un moment donné des outils. Et par exemple, bon, je parlerai après de ce que je fais maintenant, mais la puissance en gros en général d'un outil vient en fait de ses interconnexions en fait, du fait de facilement gérer des interfaces en fait avec d'autres logiciels. Et ça, il y en a très très peu qui le font. On pourrait parler en fait d'un Zapier. En fait, Zapier, c'est juste une suite d'actions. En fait, c'est très difficile en fait de mettre de l'intelligence. On maintient pas de base de données. Enfin, voilà. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Bubble, c'est ça en fait. Genre, souvent, j'utilise en fait Bubble comme chef d'orchestre et je me plug à plein de choses. Quoi. Si j'ai besoin, par exemple, là, nous, on a là où je suis, en fait, on a des organisations qui ont des adhésions, qui suivent qui signent des contrats, qui demandent des transports, enfin, voilà. Et ben, pour que la donnée soit facilement visualisable par les équipes, par exemple, je push tout dans Airtable. Donc, en gros, j'ai un peu le meilleur, en fait, dans Bubble. Et dès qu'ils ont besoin de l'info, de se faire des récaps, ils ils créent leur vue. S'il y a besoin de faire en fait une recherche basée sur un élément effectivement qui est de rang 2, en fait assez facilement ils peuvent l'implémenter. Enfin voilà, du coup, mais néanmoins il n'y a pas par exemple même Airtable en fait qui commence à faire des sortes d'automation process. Là je voyais ce que ça avait un peu dans le ventre. Ouais. Mais tu vois, c'est marrant parce que je sais qu'on a déjà parlé pas mal de fois, et je pense que ça vient aussi d'un certain niveau d'expertise et de maturité sur le produit. Mais c'est vrai que moi, je trouve qu'on parle pas assez de Bubble dans cette faculté-là, mais aussi parce que je pense que les gens, et c'est vrai que Bubble, tu peux tout faire à l'intérieur, et les gens voient beaucoup Bubble pour faire des marketplaces, des choses comme ça, alors qu'en fait, ça peut permettre de construire des ERP, de construire des choses vraiment extrêmement puissantes. Grâce à interconnexion et notamment grâce aux API. Moi, par exemple, je suis pas un fan absolu de Bubble, j'avoue. Hein. Par contre, je trouve que leur outil de connexion aux API, le API Connector, est vraiment superbe. Tu peux tout faire avec, il est très puissant, tu peux gérer du haut, on va pas rentrer trop dans la technique, mais vraiment bien mieux que ce que tu pourrais faire avec d'autres outils. Et tu bénéficies de toute la richesse, mais après, il faut pouvoir appréhender ça. Le problème, c'est un peu ça, peut-être le truc, la différence avec un Zapier ou un Make, c'est que tu dois appréhender tout Bubble pour pouvoir utiliser ça, là où avec Zapier, juste tu fais que de l'interconnexion, quoi. T'as une espèce de... Et du coup, c'est mentir que de dire qu'effectivement Bubble est accessible à tout le monde en 3 mois, quoi. En fait, c'est pas vrai. Enfin, la logique de programmation reste la même. Ouais. Et la frustration qu'on peut avoir sur d'autres outils, c'est que du coup, tu commences à investir. Je prends par exemple Airtable, typiquement. Tu commences à investir vraiment du temps. Au début, forcément, tu crées ton infrastructure de données, t'es content. Et dès que je sais pas comment dire, tu vois, t'as vraiment tellement de mal à parcourir en fait les 20% restants là, ce qui te permet vraiment de boucler en fait les choses que bref, souvent je reste sur ma fin, quoi. Ouais. Non mais c'est intéressant, mais alors justement peut-être que pour approfondir un peu ce sujet, moi ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous racontes un petit peu ce passage en mode freelance. Tu vois, on comprend que seul t'as poussé loin les compétences, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ce passage, et puis un peu les types de projets sur lesquels tu as travaillé, tu vois, justement, pour qu'on prenne un peu Ouais, tu vois, tout à aussi. fait.
Bon, après, c'était une période, c'était assez simple, hein. Enfin, du coup, je sortais d'une période où j'avais travaillé en fait comme un âne, donc en fait, j'avais envie de profiter un peu plus de la vie. Euh, c'était assez simple. J'avais un tarif. Les clients en fait le discutaient jamais. Ça arrivait quand même assez souvent que ce soit Emmanuel directement qui m'envoie Mhm. des leads. Donc en fait, quand t'as le fondateur qui te recommande, bah Ouais. c'est assez simple. Enfin, j'ai jamais cherché un client. Et à chaque fois, c'était souvent des outils internes en fait. Il y a Mhm. eu en fait une application pour pouvoir en fait commander un délavage de voiture en Suisse, pour Ok. pouvoir se mettre en relation avec des orthophonistes. Il y a eu toute une application aussi pour ça c'était vraiment plutôt une marketplace mais plus un portail en fait plutôt client où il y avait des gens qui prenaient des chiens et du coup les gens pouvaient se connecter à leur espace et puis commander des choses. Voilà. Mais là typiquement par exemple là je m'étais un peu planté sur le scope enfin sur en gros le panel des choses qui étaient vraiment à Le développer. cadrage un peu du projet, Ouais, quoi. complètement. Puis il y avait aussi un problème du client qui n'avait pas bien défini finalement ce dont il avait besoin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, aussi une application, ça c'était pas mal. C'est ma toute première. Ça c'est le premier client qui te fait confiance. Et du coup, 3 ans après, je lui refais une application. Je lui fais une V2 toute neuve gratuitement parce que la première elle commençait Ah vraiment oui. à peiner. Ouais. Ok. C'était pour organiser des commandes groupées de fromage. C'était en Alsace. En gros, un système pyramidal où tu commandes et puis t'as 2 livraisons qui redistribuent à 7 personnes, qui redistribuent chacune à je sais pas combien de personnes, et puis t'as des commandes de 14 000 euros de fromage, quoi. Voilà. Ok. Et chacun a le récap de ce qu'il doit donner à ceux d'en dessous. Enfin, voilà. Et voilà, c'est Je me un demande si exemple. d'ailleurs, Mm. quand on avait fait le meet-up à Nantes, je me demande si t'avais pas montré un petit peu le Ça, back-office, je crois, de c'est possible, cette ouais. C'est application. Ouais. possible, ouais. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que il y avait des choses, par exemple, quand j'avais fait ça au tout début, qui étaient limitantes. Là, j'ai fait une V2. Clairement, je faisais plus du tout les mêmes process. Et autant la première, par exemple, je devais faire des pages, en fait, pour débugger, parce que il y avait toujours, en fait, des soucis. La V2, en fait, avec les bons process, en gros, il m'appelle une fois par an, quoi. Hmm. C'est, Mais alors, quand tu parles de process, enfin, je sais pas si tu veux expliquer un peu, parce que moi, enfin, je vais me prononcer un peu. Enfin, j'ai l'impression que, tu vois, les bubblers ont pas toujours la bonne vision de ce qu'on peut faire avec Bubble, tu vois, et tu vois, là, genre, ces outils internes, tu vois, les gens, je sais, j'ai déjà eu ouais. des discussions aussi comme ça avec d'autres, tu vois, des gens qui ont des agences, etc., Mm. où en fait, leur quotidien, j'ai l'impression, est très différent, tu vois, ce que tu nous décris là, de l'image un peu qu'ont les bubblers, makers, no-codeurs dans la communauté, qui sont là à construire des marketplaces, des choses pour eux, tu vois, à lancer des produits quelque part, alors qu'en freelance ou en agence, tu vas travailler pour des gens où tu vas leur créer des back-office, tu vois, comme tu dis, tu vas leur Non, mais numériser des process, ce genre de c'est choses. clair, ouais. Mais combien de fois, en fait, tu vas dans une entreprise, et enfin, c'est la marge des choses, mais c'est même un peu triste. C'est tu te poses à côté, par exemple, de quelqu'un qui est en gros une secrétaire, et puis tu te rends compte, en fait, que assez vite, tu pourrais supprimer, en fait, 2 jours de boulot de la semaine pour Hmm. elle. Parce que Ouais. personne ne sait, en fait, que ça, c'est complètement automatisable. Enfin, voilà. C'est vraiment un classique, enfin, c'est pas propre au no-code, hein, Ouais. Non, mais mais voilà. nous, Et c'est le dans notre besoin, en vision fait, du no-code, c'est un ouais, vrai truc important. Et cette vision-là, elle vient aussi avec Bubble, tu vois. ouais. Ouais, mais ceux, par exemple, qui ont vraiment cette punchline hyper classique qui est genre, on va remplacer vos tableaux Excel, mais tellement, en fait. Enfin, je veux dire, la, ce qui est aujourd'hui, enfin, c'est vraiment le besoin primaire, en fait, avant de créer, en fait, d'autres outils. Il y a plein de gens qui ont déjà des business qui tournent, en fait, qui sont obligés de maintenir 4 tableaux Excel, qui s'arrachent les cheveux, qui ont du coup parfois des non-qualités pour ça. En fait, parfois juste une application permet de résoudre ça. Et du coup, plutôt que d'essayer de trouver en fait des clients qui vont payer en fait pour autre chose, mais déjà allons aider toutes les PME, TPE de France euh, qui ont en fait des besoins parfois qui peuvent être ceux qui peuvent vraiment être juste en une semaine de programmation. On peut énormément les aider. Ouais. Ouais, tu vois, non, Et, mais moi, ça me parle vachement, tu vois, parce que forcément, nous, on a beaucoup aussi ce discours que tu as avec Airtable, avec Zapier, etc., évidemment. Et en même temps, pour autant, moi, je pense que des gens qui ont vraiment un bon niveau de Bubble, s'ils ont aussi ce mindset, parce que tu vois, il y a un truc, je pense que toi, clairement, tu as l'expertise technique de l'outil, mais tu as aussi cette vision un peu
des processus, de comprendre comment, tu vois, c'est-à-dire, limite, comme tu dis, tu t'assois à côté de l'assistante ou de la personne qui va faire des, je sais pas, des tâches Mm. manuelles, tu vas les décomposer, tu vas voir le process et puis tu vas l'implémenter dans une application, quoi. Mm. Tu vois, et ça, c'est un deuxième niveau, par contre, que tout le monde n'a pas, qui est pas évident. Ouais. Ouais, bien Et sûr. Mais c'est pas. après, peut-être, tu l'as eu Mais aussi, c'est une peut-être. appétence aussi hein, pour les Ouais. choses. Enfin, dire, tu vois, ça fait 10 ans en fait que je suis l'actualité sur tout ce qui est, c'est quoi les nouveaux services qui sortent, essayer de comprendre pourquoi certains marchent pas. Souvent, je me plante, normal. Ouais. Mais du coup, tu dis pourquoi. Mais ouais, il y a une appétence, en tout cas, de pas, enfin, en tout cas, genre, moi, le produit, en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que la technique pure, vraiment, ne m'intéresse pas. Mais par contre, ce que ça permet de faire pour les gens, je trouve ça trop fou. Ouais. Mais voilà, du coup, je me suis laissé quelques temps, en fait, en freelance. Là, à ce moment-là, c'était vraiment le moment où on a vu la communauté un peu Bubble grandir avec tout un marché secondaire qui se mettait en place. Des gens qui créent des business pour faire des templates, des gens effectivement qui voulaient se mettre en freelance. Enfin, je veux dire, là maintenant on est sur un écosystème en fait qui est assez mûr, mais à l'époque, c'est vrai qu'il n'y en avait pas 36. Hein. Il y avait pas mal de gens qui bossaient, qui avaient des boulots et qui faisaient un peu de Bubble à côté, parfois du coup un peu de Presta. Alors que là maintenant, il y a des gens qui arrivent et qui se disent, ok, je suis prestataire Bubble quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ou Ou je veux le RTL, devenir. ou je veux puis le devenir. Ouais, ouais. complètement. Mais tiens, par exemple, je vais juste revenir sur autre chose, effectivement, sur les process. C'est vrai que moi, du coup, ce que j'ai pu voir parfois des applications qu'on m'a dit, bah tiens, voilà, est-ce que tu peux l'auditer ou est-ce que tu pourrais le reprendre bah, c'est qu'effectivement, en fait, ça prend quand même ça nécessite vraiment une vraie compréhension de qu'est-ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qui tourne dans le navigateur, par exemple, de ton client, ou, ou qu'est-ce qui tourne effectivement sur le serveur. Si jamais le process plante, comment tu peux le reprendre, et ainsi de suite. Et voilà, par exemple, la façon dont moi je programme maintenant, bah, de plus en plus, je déporte les choses en fait côté serveur. C'est une suite en fait de fonctions que je peux rappeler. Du coup, si jamais il y a le moindre souci, en fait, je refais mouliner la fonction sur tous les éléments en fait qui manquent ou sur les éléments passés. Enfin voilà. Et ça, en fait, ça fait que ton application, en fait, elle est pour le coup extrêmement fiable, robuste, maintenable. C'est vrai que quand tu vois des process qui tournent tous sur la page, par exemple, en fait. De la personne, c'est immantenable en fait. Enfin, du coup, ça fait effet, mais ça va être, ça plante en fait au même moment, c'est sûr. C'est marrant parce que toi, t'as appris tout ça. Là, ce que tu dis, c'est vraiment des réflexes de développeur, tu vois, découpé en fonctions, enfin, en développeur traditionnel, entre guillemets. Et toi, t'as découvert tout ça en faisant du Bubble. T'as jamais eu envie de faire une petite formation au code ou je sais pas, un Si, j'ai truc essayé, mais ça prenait du temps, ouais. Ça prenait du temps, ouais. Et puis et du au coup, j'ai pas final, eu j'ai le l'impression que t'es besoin. arrivé au même but. Enfin, Complètement. quelque Ouais. part, tu Mais par vois. contre, c'était un peu dans la douleur, tu vois. Enfin, genre, il a fallu y passer des heures. Ouais. Il y a pas de formation en ligne en fait pour devenir super user Ouais. Bubble. Donc ouais, c'est un peu dans le dur que. Sur les bases de données, comment est-ce que... Parce que je trouve que ça, c'est aussi un autre concept quand même qui est pas Ouais. évident à appréhender. Vraie base de données relationnelle, hein, dans Bubble, c'est Mm. vraiment un des points forts aussi, je trouve, à ce niveau-là. Comment toi, tu t'es formé? Enfin, je sais pas comment t'as... Parce que ça, c'est plus facile quand on vient du dev, clairement, quoi. Ouais, non, mais là, c'est pareil, c'est vraiment apprendre. De toute façon, tu sais, au début, enfin, je pense que j'ai fait comme tout le monde. Tu commences à faire ta base de données, t'énonces les choses dans ta tête, tu dis, bah tiens, je sais pas, j'ai des chiens, j'ai des maîtres. Ouais. Et puis finalement, le jour où tu dois faire une requête, et tu te rends compte que, en fait, ce que tu as besoin d'aller chercher, c'est sur un rang 2, et que du coup, ta requête, en fait, elle met 30 secondes à tourner, en fait, dans ton Ouais. navigateur, alors que tu as 100 items. Tu te dis, bon, voilà. Et puis c'est pareil, en fait, t'apprends petit air. Ouais. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé d'ailleurs aussi. C'est, alors, d'un côté, en fait, on a un produit, par exemple, no code, qui est souvent une boîte noire. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y a pas, par exemple, les logs pour comprendre qu'est-ce qui a merdé à un moment donné, et ben, parfois, c'est bonbon pour comprendre. Donc là, à ce moment-là, c'est vrai que c'est bien d'avoir une communauté où on peut poser un problème. Mais par contre, à côté de ça, c'est des outils, en fait, sur lesquels, justement, il y a une petite couche d'abstraction, en fait, qu'on peut très facilement, en fait, tester, quoi. On crée une page, on se dit ok, je peux m'interconnecter, j'ai quoi comme résultat, on le visualise et on s'affranchit en fait d'un tas de choses. Ouais. Ouais, tu prônes un peu l'essai et l'erreur, enfin vraiment l'expérimentation. Parce que je comprends aussi, c'est un peu ce côté apprendre en faisant, quoi. Et pas, il y a pas de raccourci, il y a des trucs, il veut se dire, bon, ok, je veux tester, je teste, je vois ce que ça donne, et puis on améliore, quoi. Ouais.
Ouais, clairement, clairement. Donc voilà, donc je fais ça pendant quoi, 4-5 ans. Puis en parallèle de Ça, ça, ça ouais. t'a même amené d'ailleurs, juste, enfin c'est une anecdote, je sais pas si tu veux en parler, moi j'avais trouvé ça drôle à l'époque où on s'était connus, t'étais même allé aux États-Unis, passer Ah oui, 2-3 semaines, je sais plus, pour travailler sur un projet au Bubble, quoi. ouais, complètement. Bah, c'était une connaissance en fait d'Emmanuel en fait, qui est un entrepreneur à New York qui a très très largement réussi, ouais. Effectivement, et je me demande s'il avait pas mis des billes en fait dans Bubble. Et qui avait voulu effectivement essayer en fait de développer son nouvelle idée business sur Bubble, quoi. Et du coup, voilà, Emmanuel m'avait proposé ça, j'étais monté. Il était français, donc c'était quand même beaucoup plus simple. Ah ouais, ok. Et puis ouais, j'étais allé là-bas pendant 5 semaines. Ouais. Mais tu vois, même Ouais, encore à l'époque, il y a des trucs que j'avais passé une semaine à développer parce que il n'y avait pas ce qu'il fallait en fait dans Stripe. Et maintenant en fait qui serait directement en fait intégré, quoi. Enfin ouais. qui prendrait en fait maintenant 2 heures. Mais ouais, c'était une chouette expérience. Tu sais ce que c'est devenu d'ailleurs ce projet? Est-ce que ça a marché? Parce que Non, ça a pas marché, ouais. Il n'y a pas du tout, l'attraction en fait nécessaire, et du coup ça c'est, ils ont ça a arrêté. capoté. Malgré quand même un gros 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 budget, ouais. 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 Et tu travaillais tout seul sur le produit? Ouais, Et enfin, j'étais tout seul sur le produit, ouais. Ouais. Par contre, alors ça c'est pareil, ça, genre c'est pas parce qu'on fait tout soi-même, y compris les interfaces, qu'on est bon pour les faire. Et je trouve que ça manque vraiment souvent. Il y a pas de, tu vois, contrairement par exemple à Webflow où de toute façon ça pullule de designers en fait qui ont un vrai sens de l'esthétique. Ben Bubble, c'est que ça pullule de gens en fait qui viennent d'Excel, ouais. et ça se ressent en fait sur les interfaces, et s'avouer effectivement qu'on n'est pas capable de faire quelque chose d'esthétique. Donc du coup oui, je connaissais quelqu'un qui Les avait fait maquettes quand même, quelque ouais, chose. merci, voilà, des maquettes que j'avais intégrées après. Il me disait là c'est moche, je corrigeais. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais c'est intéressant. Alors, j'ai l'impression que peut-être ça va nous amener justement un petit peu sur le sujet de Bubble, un petit peu juste pour avoir un petit peu ta vision là-dessus, mais qu'il y a eu des gros progrès quoi là-dessus. Alors après, comme tu dis, de toute façon, déjà, ça dépend des gens. C'est-à-dire moi, par exemple, je sais que je suis nul en design, je sais pas choisir une typo, une couleur et tout, c'est pas mon truc, quoi. Mhm. Mais l'outil aussi, à la base, je trouve, t'aidait pas, quoi. Dans Bubble, t'avais vraiment ce truc, tu mettais les éléments où tu voulais, tu pouvais pas vraiment bien caler les choses comme tu serais obligé de le faire dans Webflow, quasiment. Et donc, t'avais cette incitation un peu à faire du drag and drop à la Wix, quoi. Je veux dire, y a Ouais. pas beaucoup de gens qui font des beaux sites sur Wix, quoi. Il y en a, hein, Non, ça mais comme existe, tu mais l'avais dit aussi, je me rappelle une fois, en fait, c'est juste parce qu'il n'y avait pas la techno non plus, en fait. Donc, ouais, effectivement, tout était positionné de façon absolue. C'était pas du tout, il n'y avait pas le système CSS Flexbox, enfin, mûr comme on avait ouais, maintenant. ouais, quand ils ont Et là, c'est commencé vrai que, Bubble, c'est clair, ouais. mais tu vois, là, par exemple, j'accumule de la dette technique, là. Je me suis toujours pas mis, en fait, au niveau, là, Au ça fait à nouveau peu près système quoi, ouais, responsive. ça fait près 6-7 mois qu'ils ont sorti un nouveau système responsive. Ouais, Et effectivement, ils utilisent beaucoup plus le CSS, donc il y a le chargement de page qui est plus rapide. Ça fait des choses beaucoup plus esthétiques aussi, si on commence un peu à creuser. Et ouais, tu vois, j'ai pas eu le temps en fait de m'y mettre, mais il va falloir. ouais. Ça y est, tu vois, je suis déjà dépassé, là. Ouais, bah c'est difficile de se tenir à jour. Et puis, enfin, tu vas nous raconter après justement ce que tu fais maintenant Mm. aussi, oui, ça, qui implique quand même aussi moins de Bubble. Mais juste, enfin, toi, c'est quoi un petit peu ta vision, tu vois, de Bubble, peut-être, enfin, aujourd'hui, tu me disais, c'est un outil qui a pas d'équivalent quasiment, enfin, qui a pas presque de compétition. Est-ce que tu penses que ça va rester comme ça? Je sais pas si tu suis un petit peu les autres outils, peut-être Ouais, si, qui je suis, hein. essayent de Mais venir. souvent, tu vois, j'ai essayé Adalo, j'ai essayé plein de choses, mais en fait, c'est juste, souvent, je trouve qu'on fait. Enfin, par exemple, tu prends Glide, super, hein. Effectivement, tu es capable de lancer en fait une application sur la base d'une base de données, et super, maintenant c'est lié à Airtable, enfin. Ouais, Très rapidement, mais en fait assez vite quand même. Moi, je trouve que t'es limité, ouais. ouais, t'es vraiment limité. Quand je dis limité, il faut peut-être essayer de comprendre en fait ce que ça recouvre. Par exemple, souvent, pour qu'une application en fait soit au service des gens, il faut juste amener la bonne dose d'information. Donc très souvent, en fait, ça passe par des emails. Bon. Airtable, Glide et autres, en fait, on peut envoyer des emails effectivement quand tel champ en fait est mis à jour, faire ça, ainsi de suite. Mais il n'y a pas ce truc de se dire, OK, condition 1, finalement, j'intègre tel paragraphe, finalement, je vais chercher en fait des éléments de la variable de tel champ, avec je sais pas comment dire, très facilement, par exemple, mettre en forme l'heure. Est-ce que tu parles de jour? Est-ce que tu parles en fait de l'heure précise à la minute? Hmm. Et si oui, en fait, dans quel fuseau horaire? Enfin,
bon, là je pousse un peu loin, mais tu veux faire une liste de textes aussi, tu veux énumérer par exemple ce que les gens en fait ont mis dans leur panier mais n'ont pas validé. Enfin, il y a un tas de choses en fait que tu peux pas faire, où tu es à chaque fois sur des choses très 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 simples avec juste une variable en fait qui est liée enfin tu vois, au line item en fait que tu as dans Airtable. Et du coup, souvent, bon, ok, c'est chouette, mais quand tu te dis que tu peux facilement automatiser des choses, ben en fait, moi par exemple, je me dis, ben en fait, non, je peux pas, quoi. Enfin, c'est pas du tout le niveau d'information correct que je veux amener à mes utilisateurs. Et là, dans Airtable, et là, c'est pas parce que j'utilise, hein, mais c'est vrai que dans Bubble, pour le coup, tu as cette liberté en fait de faire ça, hein. Ouais. Des suites de relations conditionnelles, du coup, tu maintiens un seul email, par exemple, pour t'informer, parce que ton colis, je prends un exemple classique, ton colis est arrivé, est-ce que tu dois le chercher en fait dans un endroit où tu dois rentrer un code? Est-ce que c'est directement livré chez toi? Et du coup, tu as des conditions générales différentes, ainsi de suite. Enfin voilà. Du coup, tu en maintiens un et puis c'est bon, quoi. Dans les autres outils, pour moi, c'est pas possible, par exemple, de faire ça. Pourtant, Ouais. je parle quand même de quelque chose de basique, en fait. Ouais. Enfin, Ouais, mais c'est là où on est, je pense, à cette époque de maturité pour ces autres outils, où ils arrivent à ces choses qui, toi, te paraissent basiques, je pense, mais qui sont pour eux complexes peut-être à implémenter, et donc ils ont retardé, tu vois. Tu vois, peut-être, des mais... choses, des moteurs conditionnels un peu puissants, tu vois, des moteurs de workflow un petit peu puissants. Et là, ils y viennent, tu vois. Glide, je trouve, a fait un pas sympa là-dedans, tu vois, avec leur moteur de workflow très visuel. Mais bon, tu peux encore faire très peu de choses, tu vois. Mais il y a un espèce de truc où je pense qu'ils se sont concentrés sur ce qui est à forte valeur ajoutée, qui est un peu aussi un peu flashy, tu vois, un peu waouh. Et là, maintenant, ils viennent dans le dur. Et donc, mais dans ce temps-là aussi, Bubble continue à avancer. Bubble a déjà tout ça en stock et Bubble continue à avancer. Mais est-ce que je sais pas, t'as suivi là forcément ce qu'il y a eu récemment là sur les prix de Bubble et ce genre de choses? Ouais, complètement. Ouais. J'étais outré, hein. Bon, c'est vrai que je l'ai pris avec un peu plus de distance que ce que j'aurais, je pense, fait il y a 2-3 ans. Mais ouais, je pense que ça a été un sacré. Putain, c'est vraiment terrible parce qu'ils ont, surtout le développement produit. Je pense qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment remarquable, franchement. Pour le coup, réussir à développer un produit complexe, mais réussir à garder une certaine simplicité, franchement, chapeau. Après, oui, peut pas vraiment dire qu'ils soient si proches que ça de leur communauté, quoique, enfin, du coup, moi, j'ai rencontré quand même Emmanuel, en fait, à plusieurs occasions, donc j'ai eu l'occasion d'échanger. Je pense qu'ils sont quand même vraiment, enfin, je les crois vraiment sincères, en fait, dans cette idée d'être Ouais. animés euh, par le fait de faire un produit qui va devenir, en fait, un standard, mais aussi avec cette vision peut-être Accessible pour tous. humaniste à la new-yorkaise, hein, mais ouais, Ouais. de se dire, ok, les gens vont Mais vraiment pouvoir devenir des citizen développeurs. Enfin, c'est pas forcément le terme qu'ils emploient, mais il y a un peu de ça quand même. ouais. Non, mais est-ce que, alors là, Et je là, vais par rentrer contre, un là, peu c'est dans la vrai polémique, que, mais ouais. Est-ce que là, ouais, et c'est justement, vrai ils que, ont pas montré leur vrai visage quelque part? Mais je sais pas, non, peut-être je que pense pas, aussi. non. Non, parce que le fait qu'il se soit rétracté, je sais pas ce qui s'est passé en interne, parce que pour se foirer, en fait, à ce point-là, Il faut peut-être qu'on explique pour les auditeurs qui sont pas très ouais, proches de pardon, ouais. Bubble, mais il y a quelques semaines, en gros, ils ont proposé, enfin même pas proposé, ils ont annoncé un changement de pricing, de prix, qui était quand même, qui du coup se basait sur un mode de calcul différent et qui potentiellement pouvait devenir extrêmement cher pour beaucoup de gens, quoi. Ouais. En fait, ce Ils ont qui se mis passe, des c'est que, limites assez fortes, si ouais, tu veux expliquer, ouais. depuis le début, en fait, Bubble, en fait, du coup, c'est un plateforme as a service, donc ça tourne, en fait, il push tout, en fait, sur des serveurs Amazon, et puis il paye à Amazon, en fait, de la capacité de la bande passante. Et du coup, le modèle, en fait, de pricing qu'on a encore aujourd'hui, maintenant, heureusement, c'est, ben, plus, en fait, t'as ton application, elle demande de capacité, et en fait, plus tu payes. Donc finalement, c'est assez proportionnel, en fait, à leur coût de revient. Et là, bah, c'est vrai que ça intervient, quoi, je sais pas, 1 an après leur levée de fonds, quoi. Ils disent bon bah en fait maintenant on va caper le nombre d'utilisateurs et le nombre d'items dans la base de données, mais à des niveaux extrêmement bas. Par exemple, le premier forfait c'était genre 2000 items dans une base de données, mais c'est ridiculement bas. Et on arrive à des choses aussi stupides que genre imaginez vous faites une application où vous référencez toutes les communes avec les codes postaux de France et vous faites Mm. juste en fait une barre de recherche et hop, vous êtes hors limite. Alors qu'à côté de ça, on pourrait avoir quelque chose avec genre 1000 items, avec des recherches extrêmement intensives, avec une centaine de champs chacun,
et qui nécessiterait beaucoup plus de ressources. Enfin voilà. Et à côté de ça, pareil pour le nombre d'utilisateurs. Parfois, on peut avoir à gérer 10 000 utilisateurs, mais qui vont juste avoir une page et qui vont cliquer sur 3 boutons, comme on peut en avoir 10 qui vont passer leur journée, en fait, clairement sur l'outil qu'on va développer. Et du coup, je sais pas, en fait, je ne peux pas, en fait, je me suis dit, moi, c'est sûr, en fait, ils ont embauché quelqu'un en interne, qu'ils ont fait plancher sur le sujet, il s'est réfugié dans une méthode où il a dit qu'effectivement, il a fait des interviews utilisateurs et ainsi de suite, et il a dû leur présenter en disant, bah voilà, ça va marcher, ça va contenter la plupart des gens, et on va augmenter les prix. Mais je pense pas, vu la levée de boucliers qu'ils ont eu, c'était quand même violent. À tel point qu'ils ont dû faire machine arrière, mais ils ont quand même dit, et ça, moi, je peux l'entendre, tu vois, c'est-à-dire que ils doivent quand même gagner de l'argent, quoi. Ah, mais ça, il n'y a pas de problème. Et ils ont un outil, moi je l'avais déjà dit à Emmanuel, en fait, qui est sous-pressé, en fait, qui est, par rapport à la puissance, en fait, qu'il a, c'est juste qu'il faut que ce soit graduel, en fait. Mais ça, c'est ce que j'aime bien aussi, par exemple, dans cet outil-là, c'est que, tu vois, par exemple, moi, l'application, là, des fromages, honnêtement, elle est vraiment bien utilisée. Après, je pense qu'elle est sincèrement bien codée. Du coup, elle tourne sur un petit plan. Et ben, ça bénéficie à une asso, tu vois, que je refacture, en fait, au mois, très peu cher. Et je trouve que c'est ça aussi, Bubble, quoi. Et c'est vrai que là, quand on a vu ça, après, c'est sûr, en fait, qu'ils allaient avoir un vent de panique. Et puis, tout le monde une bonne partie allait se barrer. Hein. Parce que là, on parle de nous, mais genre, tous ceux qui sont en Amérique du Sud, qui sont en Inde et autres, même un abonnement, en fait, à $35, en fait, c'est énorme. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment très... Et tu vois, quand tu dis ça, pour moi, c'est ça, Bubble, c'est aussi la vision que Emmanuel, je trouve, a partagée pendant longtemps. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit changement, tu vois, c'est-à-dire que c'était plus OK, ça doit être accessible à tout le monde, mais c'est un outil professionnel, et vous devez payer pour ça, etc. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu décevant, mais bon, voyons laissons-leur le bénéfice du doute. Tout à fait. Mais ils ont aussi, je pense qu'il faut le dire, il y a des gens qui font des applications qui génèrent effectivement énormément d'argent. Après, tu fais un outil comptable, en fait, tu ne demandes pas à être rémunéré à la hauteur du chiffre d'affaires en fait de ton client. Enfin, à un moment donné, si tu as bien codé les choses, c'est tant mieux pour toi. Enfin, exactement. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est une frustration que je peux entendre humainement. Mais ce truc, on le sait maintenant un peu, Emmanuel est apparemment quand même assez frustré par les agences qui gagnent beaucoup d'argent grâce à Bubble, par les startups qui se sont lancées grâce à Bubble, etc., qui gagnent beaucoup plus que Bubble finalement, quoi, quelque part. Ouais, bah oui, mais soit t'as des ambitions effectivement pas hégémoniques, mais genre de vraiment prendre un billion market ou pas, enfin, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas, vraiment l'exemple de l'outil comptable pour moi est juste. Tu fais un super outil comptable, tu dis super avec moi, en fait ils augmentent leurs sales, bon en fait tant mieux quoi, c'est que ton outil en fait il est performant sur ton marché et tu vas d'autant plus grandir, c'est pas une raison en fait pour augmenter. Par contre, oui, se pose la question sur les grosses applications. Moi, je trouve pas ça déconnant qu'on paye plus cher. Moi, par exemple, là, ce que je fais, du coup, je peux parler en fait maintenant de ce que je fais, mais allons-y. Du coup, moi, il y a à peu près il y a 4-5 ans maintenant, je me suis investi au début dans ce qui était une association de coordination pour remettre sur place une filière de réemploi en fait des contenants en verre. Ça s'appelle Bout à Bout. Au début, c'était uniquement... C'est de la consigne, quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment le retour de la consigne. Ouais. Typiquement, genre de business où tu n'as pas envie d'aller. Il y a des freins de partout. Tu es obligé de convaincre 5 acteurs différents. S'il y en a un qui dit non, t'es capote. Changement de mode de consommation. Enfin, vraiment, voilà. Alors, en même temps, c'est un truc qui existait. Enfin, tu vois, moi, je m'intéresse quand même un peu à l'environnement et tout. Et tu te dis, c'est incroyable. On a vu ce système-là qui était en place. Voilà. C'est du bon sens. Et on l'a abandonné pour du plastique, pour du gaspillage à tout va. Enfin, c'est... Bref, tout à fait, ouais. Mais c'est, c'est pas une machine à cash flow, quoi. Ouais. Et au début, c'était une association de coordination, donc on allait voir des producteurs, on leur a dit, écoutez, voilà, faudrait utiliser des bouteilles plus lourdes qui résistent au lavage, vous mettez des étiquettes qui s'enlèvent au lavage, on fait des tests, on demande à des transporteurs pour aller collecter les bouteilles, on a un réseau de collecte dans des magasins, et voilà. Et en gros, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on gère, en fait, la filière de réemploi, on récupère, en fait, les bouteilles, on les lave et on les revend ensuite aux producteurs, et qui reçoivent des bouteilles, qui peuvent substituer à des bouteilles neuves. Et le gain écologique en fait est majeur. Mais rien que même pour laver une bouteille, ça consomme moins d'eau que pour la produire. Et en plus la bouteille elle reste en local, ça veut dire que nous elle va rester à l'échelle, elle va rester en région, alors qu'une bouteille lorsqu'elle va être refondue, en fait ça va être à 1200 degrés, donc
Ça va être bonjour les consommations de gaz et d'électricité. Ouais, puis c'est probablement pas en France ou je sais pas où, loin dans un autre pays. Et c'est souvent loin, quoi. Donc voilà. Donc on sort un peu de cette période où on nous a vendu en fait le recyclage avec soi-disant le verre recyclé à l'infini comme la panacée. Qui arrangeait bien d'ailleurs les gros groupes industriels parce que du coup ça leur permettait d'exporter leur production sans jamais se soucier en fait de comment ils allaient récupérer ça ou le retraiter, de passer sur des contenants de plus en plus légers, du coup des emballages moins en moins chers. Enfin, voilà. Mais là il y a vraiment un gros changement. Voilà. Donc en gros je suis cofondateur en gros de bout à bout maintenant. Là je l'ai vraiment porté à bras le corps depuis 3 ans. Et c'est vrai que je suis arrivé en fait avec ce lot de compétences techniques qui, tu vois, on parle pas en fait de compétences techniques, je sais pas comment dire, c'est pas rocket science quoi. C'est vraiment juste, je suis capable, par exemple, j'essaie d'être assez concret. Du coup, nous on gère en fait une filière, donc on est en relation avec plus d'une 50aine de producteurs. Aujourd'hui, on a plus de 150 en fait magasins qui sont des points de collecte. On gère 6 transporteurs. Et voilà. Et en fait, à chaque fois, donc non seulement on pourrait se dire on pourrait utiliser un ERP en fait pour faire ce genre de choses, mais en fait non, il n'y a pas de solution qui permette concrètement de le faire. Ou alors c'est en fait non en fait. Même par exemple je prends tordre un Salesforce avec des intégrateurs qui vont te faire des trucs dans tous les sens. Peut-être ça va te coûter une fortune. Même un exemple assez concret et pourtant classique, genre gestion de transporteur. Du coup, nous, en fait, on travaille beaucoup avec des transporteurs de l'insertion qui sont pas forcément outillés en interne. Du coup, j'ai cherché, ça a même un nom, les TMS, Transport Management System, et quasiment tous les TMS que j'ai trouvés, qui étaient en mode SaaS, un peu moderne ou autre, en fait, c'est quand même pour de la gestion de sa propre flotte. Il n'y a pas forcément ce truc que du coup j'ai dû développer. Et de façon assez simple, où en fait chaque transporteur reçoit ses demandes, être capable de planifier en fait ses tournées, de faire directement le reporting sur leur espace en ligne. Du coup, en fait, ça nous évite un tas d'échanges de données. Enfin voilà. Et ça, par exemple, je sais pas. Enfin, tu vois, j'ai dû le faire. Et sur tous les besoins, on est comme ça. Une organisation qui a besoin de payer son abonnement, en fait, selon le type que tu vas pas avoir les mêmes abonnements Stripe. Enfin. Et du coup, c'est à chaque fois de développer quelque part des mini-applications qui, à terme, en fait, adressent exactement le besoin nécessaire, qui forment une sorte de mini-ERP, et dont la force est effectivement de faire communiquer, en fait, à chaque fois, dans tous les domaines, l'information nécessaire. La personne qui dit les contraintes en fait de livraison, on va directement le transmettre au transporteur. S'il y a un incident, les emails en fait sont directement envoyés à l'un et l'autre. Enfin, voilà. Et du coup, on arrive à des solutions simples et en toute modestie, je trouve élégante, et qui permettent de traiter en fait 95% en fait des flux qu'avant on faisait sur des Google Sheets, par email, par téléphone, enfin voilà. Et voilà. Et ça, je trouve ça vraiment d'une puissance en fait. Vraiment. Non, moi je trouve ça hyper inspirant, tu vois ce que tu dis là, parce que je vais peut-être aller un peu à l'encontre peut-être des intérêts de contournement, tu vois, quelque part en disant ça, mais moi, j'ai pas envie que les gens croient aussi, tu vois, quand on parle d'Airtable, quand on parle d'Integromat, enfin de Make, etc., qu'on peut tout faire avec, tu vois, et qu'on peut aller sur des levels, tu vois, comme tu dis, de reproduire peut-être, tu vois, d'adapter à ton besoin des SaaS du marché, entre guillemets. Enfin, j'extrapole un peu, tu vois, mais... Non, mais ça, c'est une illusion aujourd'hui pour moi. Ouais. Et tu vois, et ça, il faut être lucide. Et par contre, il faut pas dire non plus que c'est pas parce que c'est Bubble. Bubble te permet potentiellement de le faire. Après, c'est l'expertise des bubbleurs. Tu vois, et c'est intéressant ce que tu disais parce que toi, finalement, moi, ce que je comprends, c'est que tu as amené des compétences numériques. C'est vrai que je sais pas forcément comment les qualifier, tu vois, ces compétences de no-code, mais aussi encore une fois, on revient à ça, à gestion des processus, tu vois, cet esprit un peu analytique aussi, je sais pas, ça vient peut-être aussi un peu de tes études, de ton expérience. Et tu vois, ça, c'est ce truc de, tu sais, la transformation digitale, tu vois, on n'arrête pas de dire à toutes les PME, etc., elles doivent faire ça, mais vous avez commencé avec ça, tu vois, grâce à tes compétences. Vous avez commencé direct, c'était intrinsèque, que vous savez que vous pouvez vous outiller vous-même numériquement. Et ça, c'est une force incroyable, quoi. Enfin, sur des bonnes bases. Et tu vois, ce que j'aime bien, c'est que on peut avoir l'impression que c'est le lot de toutes les startups
tech, tu vois. Déjà, c'est pas forcément vrai. Mais, et tu vois, et là, toi, tu nous donnes un exemple d'un sujet qui est très concret, qui est très pragmatique, enfin, autour de la logistique, tu vois, enfin, c'est des choses très, donc je trouve ça vraiment intéressant. Clairement. Mais c'est vrai que c'est, du coup, tu vois, je sais pas quel titre j'aurais, tu vois. Pour moi, CTO, c'est quand même assez technique. J'ai plutôt l'impression, en fait, d'être optimisé, en fait, un tas de processus assez simples. Et je parlerais plutôt de CEO, peut-être, tu vois, c'est les opérations, finalement, toi, vraiment, ce que tu ouais, vas peut-être, ouais. numériser, c'est les opérations, parce que, quand même, ce que je comprends, c'est que, au-delà de mettre en place l'outil, tu mets aussi quand même en place les process, enfin, t'as aussi cette vision de l'organisation, quoi, du fonctionnement de la filière. Je peux prendre plusieurs exemples, en fait, hein. Vas-y, ouais. Par exemple, du coup, il y a vraiment cette, à chaque fois par exemple, on est en relation avec une nouvelle organisation, du coup, on la crée, en fait, notre outil sous Bubble. Ça va, par exemple, la pusher, effectivement, je disais, dans Airtable, où on va avoir, en fait, les métriques principales. On va l'envoyer aussi dans Penny Lane, où directement, en fait, il y aura toutes les informations, en fait, pour la facturation, donc il n'y aura pas de ressaisie. Et si la personne, par exemple, en ligne, change son nom de société, son IBAN, ce genre de choses, automatiquement, c'est envoyé dans l'outil de facturation, donc il y est à jour. On va aussi envoyer directement les informations les plus importantes dans notre CRM. J'ai arrêté, mais on avait Pipedrive, en fait, pendant un temps. En fait, voilà, la personne dans le commercial savait si la personne, en fait, avait payé à l'époque, c'était son adhésion, maintenant c'est un abonnement, combien de transports, en fait, elle a demandé, par exemple, les 12 derniers mois, enfin, voilà. Et c'est des informations, en fait, de la plus haute importance. Et du coup, voilà, c'est vraiment, en fait, un mode push. Et du coup, le commercial, il gère, en fait, dans Pipedrive, ce qui est vraiment, en fait, la force, la valeur ajoutée, en fait, de Pipedrive. Je peux en dire un autre exemple. Du coup, on demande aux gens, par exemple, de référencer des producteurs qui sont leurs magasins. Problème majeur, c'est on peut pas avoir, en fait, la base de données, en fait, de tous les magasins qui existent en France. Par contre, du coup, c'est directement lié à l'API, en fait, Google Maps. Et ce qui évite autre chose, ça évite d'avoir des doublons. Du coup, en fait, on a une base de données qui aujourd'hui, en fait, est vraiment robuste et on n'a pas de souci de devoir merger des choses alors qu'elles sont déjà liées à plein d'autres items. Voilà. Et il y a encore d'autres choses. Abonnement, par exemple. Genre aujourd'hui, on avait un abonnement, en fait, juste à l'année. Enfin, c'était même un paiement, je veux dire, à l'année. Après, on est passé sur un paiement annuel. Et là, finalement, on va peut-être réussir à utiliser plutôt, maintenant pas Stripe, mais GoCardless, en fait, pour mettre en place du prélèvement SEPA. Voilà, l'avantage, on a un chef d'orchestre. Et en fait, ça fait le pont. Tu vois, plutôt que de devoir, en fait, basculer tous tes clients sur un truc, en fait, non, tu agrèges l'information et puis tu dis lesquels tu as envie de switcher sur un autre système. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qui quand même permet d'avancer ou de créer, en fait, de nouveaux modules assez rapidement. Ouais. Ah, mais ce truc de chef d'orchestre, tu vois, ce qui est intéressant, c'est vraiment, je trouve, il y a le côté back-end, quelque part, le moteur, c'est tous ces flux qui peuvent être répartis, automatisés, planifiés, etc. Et puis, il y a aussi quand même cette partie visuelle, quoi. C'est-à-dire tu peux avoir une interface unifiée, tu crées ton propre back-office, tu peux gérer tes rôles, tu vas avoir sûrement, toi, une vision différente de ce que tes utilisateurs vont avoir. Tout à fait. Tous ces niveaux sont au même endroit, quoi. D'ailleurs, je fais un petit appel, là, j'en profite. Si jamais il y en a parmi vous là qui écoutent, qui ont vraiment des bonnes compétences hardware, en fait, intégration, en fait, de machines sur des lignes de prod, et qui sont capables derrière de gérer, en fait, toute l'acquisition de données, et je rêve, mais même qui seraient capables de le pusher, en fait, sur un serveur, et mettre à disposition une API dans laquelle je pourrais taper, en fait, par exemple, pour aller récupérer les informations les plus importantes pour les clients. Envoyez un mail à Alexis et il vous redirigerez vers moi. Je serais ravi de vous accueillir. Et on travaille à Nantes et on a des postes. Enfin voilà, on a des postes de salariés ouverts. Pour bien comprendre, le côté matériel, c'est quoi? C'est genre je sais pas, les machines qui sont liées aux bouteilles. Ouais, on a pour la traçabilité, pour l'analyse qualité, on a des choses installées qui vont permettre vraiment de générer une donnée qui vont faire de la différence. Et par exemple sur cet aspect-là, en fait, moi je cherche quelqu'un qui a ces compétences que je n'ai pas, en fait. Et il faut pas que j'aille dessus. Enfin, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Là, on parle quand même plutôt peut-être de programmation embarquée, de choses comme ça, quoi. Ouais. Oui, carrément d'intégration, en fait, sur des chaînes de prod en usine. Ouais. Ok. Écoute. Mais voilà. Mais si quelqu'un effectivement connaît ça et a aussi s'il se reconnaît dans tout ce qu'on a dit là, justement d'avoir des outils quand même qui restent accessibles, qui font juste ce qu'il faut, mais bien. Voilà.
peut-être que quelqu'un se reconnaîtra, ce serait magique. Ouais. Et si vous connaissez des gens, si vous reconnaissez peut-être des gens que vous connaissez, parce qu'ils n'écoutent pas directement, écoute, avec plaisir, j'espère que voilà, on verra la puissance de l'audience du podcast, si on peut aller jusque-là. Écoute, super, franchement, c'était hyper intéressant. Juste peut-être une petite dernière question, un petit peu, est-ce que vous faites tout dans Bubble, un peu dans votre orga, on va dire plus de boîte, enfin, tu vois, avec tes collaborateurs, tes collaboratrices, comment vous fonctionnez? Est-ce que, pareil, le stack, c'est tout est dans Bubble? Non, pas du tout. Vraiment toute la partie vraiment opérationnelle, genre tu vas référencer, je sais pas, quel type d'étiquette va référencer un producteur, genre de choses, tu vois, ça va être dans Bubble. Tout ce qui est gestion des transports, facturation aussi. Par contre, nous, pour vraiment piloter toute l'organisation au quotidien, on utilise Notion. Genre, au début, c'était levé de bouclier, puis finalement, ils se sont rendus compte à quel point c'était magique. Et d'ailleurs, je me rappelle, c'était à cause de toi, hein, parce que moi, j'avais essayé Notion, il y a, au tout début, j'étais, oh là là, c'est bizarre. Tu m'as dit, non, c'est quand même bien. Et du coup, j'avais essayé, je me suis dit, ah oui, il avait raison. Et puis, bon, voilà, maintenant, de toute façon, c'est adopté de façon massive, et puis j'attends de voir les interconnexions API, ça va être, je pense, ça va encore prendre une autre ampleur. Et donc voilà, donc on a réussi à tuer beaucoup d'outils en fait avec ça. Du coup, on a juste Notion, parfois un peu Office 365, Bubble, ah oui, et quand même Airtable. J'ai un peu bâché Airtable, mais je trouve qu'en fait ils évoluent beaucoup. Là, leur nouveau système effectivement d'interface, je pense qu'on est uniquement dans ses balbutiements. Et là, je vois l'intérêt, par exemple, de pouvoir faire des tâches sur des pages dédiées. Ok, t'as, je sais pas, 50 en fait prospects à appeler. Nous, faut quand même rentrer un peu dans la technique. Ben voilà, en fait, on fait une page dédiée où la personne en fait doit saisir et s'assurer en fait que l'ensemble des champs sont complets. Et du coup, ça c'est beaucoup plus facile à faire sur Airtable. Ouais, moi j'attends que justement ce système d'interface se développe parce que tu vois, quelque part, c'est là où je trouve que ça commence à venir offrir des alternatives à Bubble, par exemple. Clairement. Moi, je trouve que leur système d'automatisation dans Airtable est très prometteur. En tout cas, ça n'engage que moi, hein, mais moi j'aime beaucoup. Non, c'est vrai. Et je vois bien un futur, je sais pas s'il est souhaitable, mais où en fait, Airtable pourrait être une espèce d'écosystème. Je vais pas dire un concurrent de Bubble parce que c'est pas le même parti pris, mais un écosystème, un concurrent de Salesforce, un espèce d'ERP. Tout à fait. Mais moderne, agréable à utiliser, où voilà, tu peux faire beaucoup de choses de manière intégrée à un seul outil, quoi. Mais tu vois, par exemple, nous, Pipedrive, là, j'ai décidé de l'arrêter, justement, pour passer, en fait, à Airtable. Bon, je vois un peu les limites sur Airtable, mais je me plains pas trop. Et justement, tu vois, être capable de visualiser très rapidement, en fait, toutes les relations, en fait, essentielles, en fait, sur une page liée à un prospect ou pour le bon suivi, en fait, d'un client. En fait, t'as pas ça, en fait. Tu vois, la plupart des CRM, c'est quand même orienté très sales ou alors support client, mais voilà, mais encore une fois, t'as rarement exactement en fait ce dont t'as besoin, quoi. C'est prometteur. Je pense que Airtable va se taper une part de marché. Ma grosse frustration aujourd'hui, c'est que des outils comme Stacker ou par exemple Softer, je regardais les prix en fait. Je veux dire, par rapport au prix, en fait, ils se plug en fait à Airtable, mais ils sont plus chers en fait que Airtable. Et par exemple, en fait, moi, c'est ce qui me dissuade en fait de l'utiliser. Je me suis dit bon bah il y a des limites dans Airtable, j'aurais pu utiliser ça. Bah en fait non. Et voilà. Du coup, je trouve ça profondément dommage parce que l'alliance en fait des deux, là pour le coup, je pense qu'on, par exemple, d'un Stacker et d'un Airtable peut répondre aux besoins en fait de quand même énormément de gens, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Non, moi très honnêtement, enfin nous on utilise un peu Softer et moi j'utilise très peu Stacker, mais moi j'ai juste hâte que Airtable fasse ce travail-là, quoi. Et je pense qu'ils vont le faire. Et puis voilà, puis Softer a une autre existence. Moi, il y a un outil, je sais pas si tu l'as suivi, qui s'appelle WeWeb, qui est fait par des Français. Non, pas du tout. Je t'invite à regarder. Je sais pas à quel point ça va te correspondre, mais on est sur un... En fait, il y a une vraie tendance un petit peu maintenant de décorrélation du back et du front, tu vois, justement, c'est un petit peu pour conclure un petit peu sur tout ça, mais et WeWeb propose, tu vois, vraiment un outil de front puissant, un petit peu peut-être à la Webflow, mais avec des capacités de programmation, etc. Mais il n'y a pas de back. Il n'y a pas de back, il n'y a pas de back-end workflow, il n'y a pas de base de données. Et donc, c'est là où tu vas utiliser peut-être un Airtable, ou peut-être, pour les gens qui veulent aller plus loin, un Xano, où là, tu as un vrai back-end. Ça, je regardais. Et tu vois, par exemple, Xano,
Typiquement, là, quand je te parle en fait de besoin d'interconnexion avec de la donnée acquise sur des lignes de prod, on est sur énormément de données générées. Et ça, par exemple, tu vois, je le ferais pas dans Bubble, quoi. Enfin, il y a quand même des vraies limites en fait à Bubble sur certaines choses. Ça, on en a pas parlé. Mais... Et voilà. Et du coup, là, je regardais avec Xano. Voilà. Je suis aussi Forest, tu sais, Ouais. Permet de faire des back-office. Ouais, complètement, ouais. Et c'est vrai que j'espère qu'il y a une certaine forme d'offre, en fait, qui va se développer, mais, et si possible, qu'on soit pas aussi captif, en fait, comme on l'est, en fait, aujourd'hui de Bubble, ouais. Ah, mais c'est vrai que je vois que, tu vois, WeWeb, par exemple, tu peux t'interconnecter directement avec Xano, Airtable, donc c'était assez puissant, ouais. Ouais, c'est un... Enfin bon, je pense que ça peut t'intéresser. Après, c'est visuellement, on est sur un truc un peu quand même poussé à la Webflow, donc ça demande aussi certaines compétences. Et tu vois, et je pense qu'après, il y a aussi tu dois être aussi un peu dans ce truc où il y a un outil avec lequel tu es très très à l'aise, qui est Bubble. À quel point c'est facile de passer à un autre outil où tu vas devoir repartir un petit peu dans ce truc. Est-ce que ça vaut le coup? Moi, je pense que tu dois souvent te poser cette question-là. Enfin, mais c'est intéressant parce que je vois que tu étudies quand même l'offre et tu vois les limites. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme limite sur Bubble? Peut-être juste tu mentionnais ça. Non, mais la rapidité, par exemple, tu vois, genre ce que je te disais là sur Airtable, le fait de capable de faire des vues en fait pour que la personne saisisse juste ce dont elle a besoin, tout ça. En fait, j'ai beau, je pense, effectivement, être capable de programmer très vite en fait sur Bubble. Je pense que t'as une agilité en fait qui est largement supérieure en fait sur Airtable. Voilà. Sur Bubble, comme tu dois tout faire, quelque part, il y a toujours ce temps incompressible, même si tu es très à l'aise, le temps de mettre les éléments, connecter la base de données, etc. Voilà. Mais souvent, tu vois, genre là, aujourd'hui, je suis quand même dans ce truc où souvent, quand j'essaie de faire dans Airtable, je me rends compte que pour parcourir les 20% de temps qui restent, que j'aurais fait sans souci, en fait, avec Bubble, parfois, ça m'est déjà arrivé, en fait, d'avoir vraiment creusé et de finalement me dire, OK, je le fais sur Bubble et en ce moment, je suis sûr que je peux le faire. Ouais. Non, j'imagine, ouais. Non, mais c'est hyper intéressant. Dans 2 ans, 3 ans, peut-être, on se refait un point et ça aura peut-être changé, mais quand même, ça dure, hein. Enfin, je veux dire, c'est ça le truc, hein. Ouais. Sauf qu'il y a, je pensais pas qu'en 2022, tu vois, par exemple, il y aurait que encore Bubble qui est vraiment capable de faire ce genre de choses. Ouais, mais je pense que ça va s'accélérer. Mais on va voir. Avec grand plaisir. Pas dans 3 ans, peut-être dans 2 ans. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser peut-être début juin à Nantes, à l'occasion du Web Today. Ce sera dans les parages. Ouais, peut-être. Ouais. C'est vrai que je me dis, il faudrait que j'intervienne parce que j'aime bien cette histoire nous, on est une sorte de start-up finalement de l'économie sociale et solidaire. On utilise des outils en fait no code. Je pense que ça nous donne une vraie agilité. Je sais pas. Pour moi, c'est un peu ça aussi no code quoi. Quand des gens en fait pas forcément issus du monde de la tech s'emparent en fait, enfin créent leurs outils et sont autonomes. Et j'espère que ça va le faire de plus en plus. Et j'espère que voilà justement des témoignages comme le tien vont inspirer les gens là-dedans, mais je pense que ça va venir aussi avec la démultiplication des compétences, tu vois. Parce que là, il y a aussi une pénurie de bubbleurs, le peu de bubbleurs qui est un peu bon, dès qu'il y a une startup qui lève des fonds, ils les recrutent tous, enfin là, comme on a vu avec Prelo récemment, etc. Et c'est dommage parce que ça laisse moins aussi, je trouve, de bubbleurs, bon, ça n'engage que moi, ce que je dis, mais aussi disponible, tu vois, sur des projets aussi plus, voilà, ESS, aider les assos, etc. Mais il y en a. Il est loin le temps, hein. On faisait des meet-up et on était 5 technos à Paris. Hein. Ouais. C'est clair. Et ça, ça me manque pas vraiment parce que je trouve que c'est sympa hier soir, tu vois, on était à un meet-up, il y avait, je sais pas, 30, 40 personnes à Paris et c'était juste comme ça pour boire un verre. Donc je suis très curieux de voir quand on se reparlera, on fera un enregistrement dans 1 an ou 2, je pense de l'évolution, de l'évolution de ce que tu fais et aussi de la communauté et puis des outils, quoi. Et écoute, merci beaucoup Nicolas. Si les gens veulent te suivre, te contacter, t'es assez discret sur les réseaux sociaux et tout, mais est-ce qu'il y a un endroit... Ouais, j'avoue, le personal branding, c'est pas forcément mon truc. Non, mais il faut m'écrire. Slack oui, je suis sur le Slack, ouais. Et sur LinkedIn à Nicolas wecomity.com WECOMITY.com. Je mettrai dans c'était le nom de l'entreprise, la première que je vous ai racontée, là, qui a basculé du produit au service. Ouais. Okay. Toujours bien d'avoir une entreprise sous le coude. Ouais, c'est clair. Ok, écoute, je mettrai ça dans les notes de l'émission. Merci beaucoup. Bonne chance, bonne continuation pour la suite et puis au plaisir de te voir bientôt. Ouais, merci Alexis. Toujours un plaisir. Salut.
merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ainsi s'achève la 8e saison du podcast. Voilà, j'ai enregistré 90 épisodes au total. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup d'être toujours là après tous ces épisodes. Bon, si c'est le premier épisode que vous écoutez, je vous remercie quand même. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette conversation. Comme je l'ai dit en intro, moi vraiment j'aime beaucoup parler avec Nicolas. Si vous êtes de passage à Nantes, n'hésitez pas à aller lui dire bonjour. Vous serez toujours bien reçu et vous aurez l'occasion d'avoir une bonne discussion sur le no-code. Si vous êtes un bubbler, là vous avez compris que vous aviez affaire vraiment à un OG comme on dit, vraiment à quelqu'un qui est dans le game depuis longtemps. C'était passionnant tout ce qu'il nous a partagé un petit peu sur les débuts de Bubble. Mais voilà, moi au-delà de ça, en plus vous le savez, je suis pas un bubbler du tout aguerri, mais j'étais très content de voir ces échanges, de voir aussi que Nicolas suivait un peu aussi tout ce qui se passait. Voilà, donc j'espère que ça vous projette aussi un petit peu dans un futur comme ça de quelqu'un qui est expert, qui maîtrise énormément un outil, les soucis aussi auxquels il fait face quelque part, un peu moins, c'est moins facile d'apprendre autre chose quand on maîtrise très bien quelque chose, et puis l'ouverture quand même qu'il faut avoir, enfin voilà, moi j'ai trouvé ça passionnant, je l'ai déjà dit, je vais arrêter de le répéter, et puis écoutez, on va attaquer la 9e saison, bientôt je vais faire un petit break, vous le savez peut-être, mais je vais aller passer presque un mois à Lisbonne, en compagnie de Stanislas Verjus, que vous connaissez évidemment de la communauté NoCode, mais aussi en compagnie d'autres personnes que je révélerai plus tard, vous le savez peut-être, mais voilà, d'autres personnes de l'écosystème NoCode, on va faire une espèce de mini NoCode House. Voilà, donc si vous écoutez jusque là, c'est que probablement vous êtes un petit peu impliqué et que ça vous amusera. Donc on verra, je vais faire une pause dans le podcast, je vais enregistrer des épisodes pour mon podcast en anglais, puisque je vais voyager un petit peu pour aller, vous savez j'aime beaucoup le train, donc je vais aller à Lisbonne en train et en bus, parce qu'il n'y a pas un train qui va jusqu'à Lisbonne malheureusement, mais au passage je vais interviewer des gens, donc ça sera sur le podcast en anglais, ncwr.fm, nocodeworldradio.fm. Donc je le mentionnerai ici évidemment. Je vais préparer la 9e saison. Si vous avez des gens que vous pensez que je devrais inviter, n'hésitez pas à me le dire. Je vais passer le mois de mai à organiser tout ça, et puis là j'ai déjà les 2 premiers épisodes qui sont bookés, donc la saison commencera dès début juin. Et puis peut-être, je ne sais pas encore, mais peut-être que je ferai un épisode spécial ou quelque chose, produire quelque chose un petit peu à Lisbonne. J'aurai mon matériel, donc peut-être qu'il y aura un petit hors-série, je sais pas, où je vous raconterai la vie de la NoCode House, je sais pas trop à vrai dire, peut-être ça sera des interviews des gens qui passeront, peut-être que ça sera des petites créations en live avec Stan, très créatif aussi, donc je sais pas, écoutez, on verra bien. Si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas, on est ouvert. Voilà, on profite un petit peu pour se renouveler entre les saisons. J'ai quelques idées aussi un petit peu plus spéciales pour la 9e saison. J'ai décidé par contre d'être intraitable désormais avec les micros, vous serez content de l'entendre, parce que voilà, je trouve qu'encore dans cette saison j'ai eu 1 ou 2 épisodes où les micros des gens avec qui j'ai fait à distance n'étaient pas à la hauteur, donc voilà, j'aurai une règle très stricte, soit de rencontrer les gens physiquement pour les enregistrer du coup avec mon matériel, soit d'enregistrer avec eux s'ils possèdent un micro adéquat, voilà, parce que c'est le cas de certaines personnes, l'épisode 81 par exemple avec Aaron, il a un super micro, donc je pense que vous n'avez pas trop senti que nous étions à distance, donc voilà, ça serait vraiment, c'est quelque chose vraiment auquel je tiens, parce que voilà, après 90 épisodes, on va arrêter de faire les choses un peu à moitié, et puis tant pis s'il y a des gens que je peux pas interviewer à cause de ça. Il faut savoir être exigeant, je pense. Et puis voilà, et puis les gens tôt ou tard passent par Paris. Moi je me déplace aussi, donc on finira par rencontrer les gens qui n'ont pas de micro. Et puis j'espère quand même que petit à petit aussi les gens s'équiperont de bons micros, parce que c'est bien aussi, même pour les zooms, etc. Bon allez, je m'arrête là, c'était la fin de la saison, j'avais envie de parler un petit peu plus que d'habitude. Il y aura un épisode solo à nouveau à la fin de l'année, ça je pense pas que j'en ferai plusieurs, mais il y en aura un à la fin de l'année. Et puis moi je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à venir commenter comme d'habitude, abonnez-vous pour ne pas manquer la 9e saison, et à très bientôt.